Cette année-là, les élections ne promettaient guère de surprise. Raison de plus pour Isidore Chartier de bouillir sur place, alors que partout on reconduirait les municipalités sortantes, lui avait toutes les chances d'être battu. Délaissant totalement la charge municipale, Chartier avait, comme bien des politiques, consacré son mandat entier à chercher une idée susceptible d'assurer sa réélection. Idée qu'il avait fini par trouver. Le salut, il en était certain, lui viendrait de Hongrie et plus exactement de Milkoš, situé à 150 km au nord de Budapest. C'est là que Paul-Rémy Delprat, au terme d'un long parcours aussi romantique qu'anonyme, était mort le 18 septembre 1849. Delprat était né à Saint-Sauveur par hasard, mais aussi loin qu'on remonte, il était le seul, absolument le seul titre de gloire dont la ville put s'enorgueillir. Saint-Sauveur avait toujours été d'une banalité effrayante, rien à se mettre sous la dent, pas le moindre fait divers tragique en 3 siècles, pas le plus petit scandale, pas même un meurtre conjugal qui est pourtant peu de choses, rien. Tandis que les villages avoisinants regorgeaient de curés pédophiles, de notaires véreux, d'enfants battus, de voleurs en tout genre, Saint-Sauveur demeurait percluse de morosité comme exténuée par son insignifiance. Ici, la vie, ennuyeuse comme un dimanche au paradis, ressemblait assez à la mort. Toute l'idée d'Isidore Chartier reposait sur le constat de cette anémie collective. Paul-Rémy Delprat était mort et enterré à l'autre bout de l'Europe, il allait le faire revenir. Et puisqu'il s'agissait de rapatrier un mort, le mieux était d'envoyer un homme compétent en la matière, un spécialiste, le fossoyeur Joseph Merlin. Vous vous souvenez peut-être de lui, un homme assez vieux, disproportionné, acariâtre, d'une grande force physique. On ne s'en approchait pas parce qu'il était assez sale. Et avec ça, d'un tempérament ombrageux. Il avait de grosses paluches, des gros sourcils, un gros ventre, mais un crâne très petit qui s'achevait en pain de sucre. Antipathique et sectaire, il n'était aimé de personne, il n'avait jamais eu d'amis. On le voyait peu, hormis le matin à 7h30 lorsqu'il venait chercher son pain et les jours d'enterrement où il restait derrière la fosse, debout, les bras croisés sur sa bêche. Et donc, la Hongrie. Non, lâcha Merlin. En d'autres temps, Isidore Chartier aurait tenté de le convaincre, de le séduire, de l'intimider, mais il en allait de sa réélection. « Vous êtes viré », trancha-t-il. Merlin se retourna. Le maire quittait déjà le cimetière, claudiquant avec énergie sur sa jambe de bois. On l'avait rarement vu aussi décidé. Merlin eut l'impression que c'était sa vie elle-même qui s'enfuyait parce qu'il y avait une curieuse concordance entre cet élu d'une totale médiocrité et sa vie à lui, qui n'avait été qu'une longue suite d'échecs. Achevant sa carrière exactement au rang où il l'avait entamée 40 ans plus tôt, il avait abandonné la fonction publique avec une pension dérisoire qui le promettait à la misère. Saint-Sauveur avait été un refuge inespéré. Un logement mis à sa disposition par la ville, un salaire symbolique, mais qui comptait quand même. Joseph Merlin regarda autour de lui. Sa vie était réduite à un cimetière qu'il avait peur de perdre. Il en ressentit une immense tristesse. Il demanda « Bon alors, où ça? En Hongrie ?» Pierre Lemaître, avec nous aujourd'hui. Il a dit « Je ne crois pas à l'inspiration, je ne crois qu'à la transpiration ». Alors rien que pour cette phrase, on avait un bon motif pour lui proposer aujourd'hui de venir s'allonger sur ce divan du festival Oh les beaux jours. Si à 67 ans, Pierre Lemaître a encore de beaux jours devant lui, il a déjà eu 2 vies, au moins. Une vie de lecteur et d'enseignant auprès des bibliothécaires, ça c'était avant 50 ans, et une vie d'écrivain, la cinquantaine passée. Cette deuxième naissance ou cette renaissance, il l'a confessé, il la doit à sa femme, Pascaline, qui en lui donnant confiance l'a aidé à accoucher de son premier roman, publié au Masque, c'était en 2006, Travail soigné, qui a signé ainsi l'acte de naissance d'un écrivain.
Le maître se polarise d'abord sur le polar, Robe de mariée, Alex, puis Sacrifice, qui boucle la trilogie Verhoeven. Enfin presque, puisque dans la règle de l'art, celle de Dumas, il n'y a pas de trilogie qui vaille sans un 4e volet, qu'il a donc signé par la suite. Il s'essaye aussi au roman picaresque, et c'est un coup de maître, avec Au revoir là-haut. Lui, l'outsider de la compétition, devient le Goncourt 2013, l'histoire de 2 poilus, vous l'avez peut-être lu, vous l'avez peut-être vu, dont une gueule cassée, qui au sortir de la Grande Guerre monte une escroquerie au monument aux morts, transgresse le patriotisme sacré de l'après-guerre. Le succès ne lui dit pas au revoir. Son livre est adapté donc au cinéma par Albert Dupontel et vaut à son auteur le César de la meilleure adaptation pour. Pierre Lemaitre lui a donné cette année une suite, Couleur de l'incendie. Dans l'intervalle, il va renouer avec le roman noir et 3 jours et une vie dans la veine de Cadre noir, tous deux aussi en cours d'adaptation, le premier au cinéma, le second en série. Pierre Lemaitre, un grand bonsoir. Bonsoir Olivia, merci beaucoup d'être avec nous, merci beaucoup. Est-ce que votre définition de l'héroïsme est tout entière contenue dans les quelques lignes que vous venez de nous lire en ouverture? Oui, je crois même que c'est assez significatif de l'ensemble de ce que j'écris. J'écris sur les gens simples et je crois que les vrais héros sont plus souvent que ceux qui sont spectaculaires et exemplaires, parfois même un peu pédagogiques, sont surtout des gens qui font des tâches minuscules mais de longue haleine. Peut-être on verra tout à l'heure ce que j'appelle un héros, il s'appelle Jacques Bresson, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, vous êtes un écrivain qui travaillait énormément ces personnages. Pour vous, c'est presque aussi important, voire plus, que l'intrigue dans une histoire. En littérature, quelles sont les qualités d'un bon héros ? C'est celui qui sert bien l'histoire. En fait, le personnage, c'est celui qui va... Alors, le héros, évidemment, c'est le personnage de premier plan, qu'il soit un héros, un personnage positif ou négatif, il peut être un héros. Et donc, le personnage, c'est celui qui va permettre de raconter l'intrigue. L'histoire en elle-même n'existe qu'à la condition que le personnage existe réellement aux yeux du lecteur et, j'ai envie de dire, vive avec lui. C'est ça sa principale qualité. Est-ce qu'on peut dire que, comme dans la vie, les bons personnages font les bonnes histoires ? Oui, les bons personnages font les bonnes histoires, on peut le dire. Alors, on en revient à votre vie, à vous. Tous vos héros dans vos romans ont plutôt une difficulté à trouver un peu leur place dans la société. Vous, à 67 ans, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé la vôtre ? Et si oui, laquelle ? Alors, heureusement qu'à 67 ans, je peux estimer avoir trouvé ma place, parce que quand même, maintenant, il me reste encore quelques belles semaines devant moi. Mais des beaux jours. Enfin, les beaux jours. Enfin, quand même, l'essentiel est fait. Donc oui, je pense que j'ai trouvé ma place. Elle était tardive, mais ça valait le coup d'attendre. Est-ce que vous êtes bien là ? Vous voulez vous allonger ? Oui, parce qu'on a 1h30 ensemble. Écoutez, ça me fait plaisir que vous me donniez un peu d'aise. Pierre Lemaitre, en 10 livres de chevet. On va essayer de pas s'endormir. Mais vous lisez le soir, beaucoup, avant de dormir ? Vous lisez quand ? Je lis quand je n'écris pas. C'est-à-dire que je lis peu maintenant. Parce que j'écris beaucoup, je travaille beaucoup, et en fait je ne suis pas un très bon lecteur quand j'écris, parce qu'en fait je lis tout à travers le prisme de ce que je suis en train d'écrire. Mes personnages vivent avec moi, et j'ai envie de dire, ils filtrent toutes mes lectures, donc je ne suis pas un lecteur sincère comme on doit l'être quand on aborde un roman. De toute façon, vous avez presque déjà tout lu dans cette première vie qui était la vôtre, votre vie de lecteur. Et vous avez choisi pour nous quelques romans, quelques livres phares. Oui, vous le savez. Vous protester ? Vous le savez, oui, je veux protester parce qu'on me demande une liste de 10 livres. Alors je donne une liste de 10 livres, comme le ferait n'importe qui. Mais dès que je me penche sur la liste, je me dis, mais pourquoi il manque celui-ci ? Pourquoi pas celui-là ? En fait, c'est une liste presque à la pêche dans la bibliothèque. À un moment donné, c'était les 10 livres que j'aurais choisis. Mais aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas, on va voir. Alors là, c'est vous derrière nous. Et dans quelques instants, peut-être, on va avoir une première image, une couverture d'un des livres que vous avez sélectionné, et ça y est, elle apparaît. Il a créé un genre, le non-fiction novel, et ce genre a fait école. C'est Truman Capote avec 200 froid. Pourquoi ce livre ? C'est un vrai roman ou un roman vrai ? Alors justement, je pense que c'est un livre qui pose très très bien la question de la limite de la fiction et de la vérité. On sait que la non-fiction novel, c'est-à-dire le fait de prendre un fait divers comme base d'une fiction et d'un roman, va avoir énormément de succès, puisqu'aujourd'hui encore, c'est toute une part de la littérature qui s'empare du fait divers. Mais lui posait très très bien, je trouve, la question, est-ce un roman ou n'est-ce pas un roman ? Question qui n'a toujours pas été tranchée. Le deuxième choix, La balade du cafétrice de McCullers. À l'occasion de la centenaire de sa naissance, 4 de ses romans ont été réédités chez Stock, dont cette balade du café triste. Et c'est le roman de McCullers qui m'a le plus parlé, car il me raconte mon histoire. Ça, c'est ce que vous me disiez sur France Culture quand vous étiez invité pour parler de ce cœur solitaire de la littérature américaine, un peu moins connu d'ailleurs que c'est d'autres grands auteurs américains. Elle est l'auteur de seulement 8 romans, dont celui-ci que vous avez retenu,
mieux. Oui, alors pour la raison que vous avez notamment citée, je crois que j'ai eu une enfance assez solitaire et assez triste, et évidemment, elle me racontait ma propre histoire. C'est l'histoire d'une quête d'identité, c'est l'histoire d'une solitude. Elle parlait de la solitude comme la grande maladie américaine, mais c'était aussi la grande maladie de mon enfance. C'est-à-dire ? Je m'ennuyais beaucoup, mais j'ai toujours adoré m'ennuyer. Troisième choix, Joseph Roth, La marche de Radetzky. On passe sacré, la foire aux vanités. On a fait passer la foire aux vanités parce qu'on a dit qu'on ne les ferait pas tous, parce que sinon on allait prendre l'heure et demie à parler de ces livres qui vous sont chers. Voilà. Voilà, maintenant je sais plus, vous vouliez quand même dire quelque chose sur la foire aux vanités? Oui, bien sûr. Non, pas sur la foire aux vanités, mais peut-être sur la marche de Radetzky. Donc c'est un roman de Joseph Roth, grand écrivain viennois, et c'est une saga. Ça raconte trois générations de la famille von Trotta, et ça pourrait se sous-titrer Grandeur et décadence de l'Empire austro-hongrois. C'est le type de littérature que j'aime, ces grandes sagas. Alors ça va de Tolstoï à Joseph Roth. Comme Au revoir là-haut, on peut aussi dire que c'est un roman de la sortie de guerre. Oui, c'est un roman entre deux guerres ou vous les avez conséquences. tout à fait raison, parce qu'en fait, là, cette Première Guerre mondiale va assurer l'éclatement de 4 grands empires, parmi lesquels l'Empire austro-hongrois. Est-ce qu'on a gardé David Peace et le Quatuor du Je l'espère, sinon c'est une faute. Alors 4 dates, entre 74 et 83, entre deux il y a 77 et 80, des romans qui ont été édités chez Rivage. Ça c'est du néopolar anglais, noir c'est noir, plus noir que ça c'est même compliqué. Oui, c'est compliqué. Globalement cette tétralogie va raconter l'histoire de la corruption policière en Angleterre, avec comme fond social les années Thatcher et la dureté des temps de l'Angleterre thatchérienne. Et je dirais cette tétralogie, on aurait pu la choisir aussi du côté de James Ellroy, montre, s'il en était encore besoin, qu'on peut faire une grande œuvre sociale en choisissant le roman policier comme genre. Le destin de Monsieur Crump de Ludwig Lewinson, ça c'est vraiment le livre que vous nous recommandez d'emporter pour notre voyage de noces. Alors non, pas pour le voyage de noces. Non, parce que c'est un livre sur l'enfer conjugal. Alors faut le lire avant la nuit de noces. Avant ou après Avant ou après avoir dit oui, en tout cas. Oui, non, parce qu'à côté, je vous assure, c'est très très éprouvant comme lecture. À côté, Strindberg et Bergman, ce sont des humoristes. Hein. Alors c'est, non, c'est vraiment une descente aux enfers. C'est un livre complètement épuisant, complètement addictif. Une fois qu'on est dedans, on n'en sort plus. Mais c'est vraiment une lecture très très épuisante. Et puis quand même conseillé, recommandé par Freud et préfacé par Thomas Mann, excusez du peu. Et puis totalement incorrect, alors. Oui, absolument incorrect, c'est pour ça qu'il faut le lire de toute urgence. Mais vous rêvez, vous, d'écrire un livre qui soit à ce point-là transgressif un jour? Ah oui. J'avais l'impression de l'avoir déjà fait un petit peu, mais pas à ce point-là, évidemment. Ça, c'est un modèle du genre. Bon, on va terminer juste en citant les autres livres que vous aviez présélectionnés. Vous m'arrêtez s'il y en a un dont vous voulez absolument dire quelque chose. On voit Les Misérables de Victor Hugo. On voit Les Voyageurs de l'Impérial d'Aragon. Lonesome Dove de Larry McMurtry. Un amour de Swann de Proust. 20 ans après, on en est déjà là, oui, Alexandre Dumas, et Satan dans le désert aussi. C'est quoi ça, Satan dans le désert? Alors c'est une pépite complète, c'est un roman d'une violence extrême, d'une noirceur terrible, qui est une peinture de l'Amérique profonde actuellement, et puis Boston Terran est un mystère, puisque personne ne sait vraiment qui il est. Est-ce que c'est un atelier d'écriture? Est-ce que c'est le Thomas Pynchon de la littérature noire? Je vais demander à Pierre Assouline de nous rejoindre. Pierre Assouline, on va le présenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est membre de l'Académie Goncourt depuis 6 ans. Il est critique littéraire, il tient un blog qui s'appelle La République des livres. Il est écrivain, auteur notamment d'un dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature et d'une biographie sur Simenon, dont l'ombre éclairera sûrement notre discussion. Pierre Assouline, bonjour. Bonjour. Est-ce que Pierre Lemaître a son entrée dans votre dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature? Il est beaucoup trop jeune. C'est pas possible. C'est un dictionnaire pareil, c'est un petit peu, j'allais dire, un panthéon et un été noir en même temps. C'est comme la Pléiade, il faut qu'il refuse. Je suis sûr qu'on va lui proposer dans quelques semaines. Il faut refuser pour l'instant. D'accord, je retiens le conseil. Regarde Dormesson. Et comme tous les conseils, je ne les suivrai pas, bien sûr. Pardon ? Comme tous les conseils, je ne le suivrai pas. Oui, bien sûr, monsieur. Donc, si vous faisiez demain un dictionnaire des écrivains en herbe ou en devenir, encore vivant, qu'est-ce que vous écririez sur Pierre Lemaître? Comment vous le présenteriez? Je serais bien embêté parce que c'est un ami et c'est toujours délicat. Et en même temps, un ami, on pense on sait des choses sur lui et sur son œuvre qui font que on peut d'abord, on connaît bien son œuvre, mais surtout ses réflexes, ce qu'il y a derrière, et aussi on sait qu'on peut tout se permettre.
C'est-à-dire qu'on peut le critiquer. Le critiquer vraiment, il se vexera pas. N'est-ce pas que tu te vexeras pas? Pas trop. Non, pas trop. Non, mais je veux dire, on peut avoir des réserves. Et il y a tellement de choses à dire que je pourrais pas comme ça. Il faudra que je réfléchisse avant. Alors là, vous dites c'est un ami. Vous avez eu quand même du temps pour réfléchir depuis le temps que vous connaissez. Sur ce que je vais écrire, sur ce que je vais écrire sur lui. Comme vous étiez dans le jury du Goncourt qui lui a été remis et qui l'a consacré en 2013, on va pas dire trop pour l'instant que vous êtes... en tout cas, vous n'étiez pas encore amis à l'époque, peut-être. Sinon, on va penser que le jury du Goncourt est complètement corrompu. Non, d'accord, vous n'avez pas simplement consacré un ami, mais un grand écrivain. Sur ce jury, est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce que ça a été de haute lutte que vous avez obtenu ce Goncourt pour Pierre Lemaitre, dont on dit qu'il est l'un des auteurs d'une littérature populaire? Alors d'abord, il ne faut pas oublier une chose, on est tenu par le devoir de réserve. Ah mince, même il n'y a pas prescription. Non, il y a un secret sur les délibérations. Ça, c'est une chose. Cela étant, des jurés de tout temps s'expriment, parfois de manière un peu radicale, brutale, en tout cas dans les médias ou dans leurs propres critiques. Donc il y a des choses qui se savent. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis que j'y suis, depuis 5 ans, c'est toujours un cheveu que ça passe. À une voix près, c'était le cas aussi pour Pierre Lemaitre. Déjà, le fait qu'il soit finaliste montrait déjà que le jury dans son ensemble l'avait plébiscité. Puis à la fin, il faut choisir et départager des gens qu'on aime. Il y en a 4 ou 5. Et donc c'était difficile. Moi, j'étais acquis depuis le début, dès la lecture du livre, au mois de juillet. J'ai été totalement acquis par la forme que je trouve extraordinaire. Vous savez que je suis à mi-chemin entre l'histoire et la littérature en permanence, dans ce que je fais et dans mes goûts. Donc pour moi, il illustrait parfaitement. Mais vous avez employé l'adjectif populaire, c'est important. On va en reparler juste, je ne sais pas si tout le monde a lu ici Au revoir là-haut, j'imagine peut-être certains d'entre vous. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, dérouté dans ce roman, premier roman picaresque, comme il le dit, de Pierre Lemaitre, qui sortait de quelques années de polar, de roman noir? L'histoire dans l'histoire, que je trouvais formidable, la rapidité, le rythme. Pour moi, le secret d'un roman de ce type, c'est le rythme. C'est comme pour un film. Et si le rythme n'est pas bon, ça ne marche pas. Et puis, le sens du visuel. On voit les choses. On y est. Puis on l'a pas lâché, quoi. Enfin, tous, je peux le dire. On l'a pas lâché une fois qu'on l'a lu. Après, on se départage suivant tel ou tel critère parmi les impétrants, mais non, ce qui m'a plu, c'est ça. Moi, c'est cette rapidité, cette imagination, le fait qu'il ose parfois des scènes que d'autres romanciers n'oseraient pas. Puis c'est du vrai grand bon roman. Quand on dit populaire ou romancier populaire, c'est une étiquette. Moi, je l'enlève populaire, de même que j'enlève pour la même raison romancier d'espionnage à John le Carré. C'est romancier tout court. Je dis pas écrivain. Parce qu'un écrivain, pour moi, c'est André Gide, c'est-à-dire quelqu'un qui, entre autres, a écrit des romans. Alors que romancier, c'est quelqu'un qui excelle dans cet art. C'est le cas de Pierre Lemaitre, c'est le cas de Georges Simenon, de John le Carré, des gens qui d'abord sont des romanciers, et avant tout. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, moi, de Raymond Chandler, qui disait, il y a 2 types d'écrivains. Il y a ceux qui écrivent des romans, il y a ceux qui écrivent des histoires et ceux qui écrivent des écrits. Et je pense que c'est une assez bonne définition de cette distinction qu'on fait ordinairement entre les écrivains et les romanciers. Moi, je me situe, et Pierre a tout à fait raison de le dire, essentiellement comme un romancier. C'est-à-dire que mon métier, c'est de raconter des histoires. Parce qu'il aime raconter des histoires. Il y a un goût, il y a une jubilation. Il y en a d'autres qui racontent des histoires, mais on sent qu'ils se forcent, qu'ils veulent faire passer quelque chose d'autre. Et que l'histoire, ou le racontage de l'histoire, n'est qu'un moyen, presque un prétexte. Alors que là, c'est bien le but, c'est cette jubilation à raconter des histoires. Cette étiquette, elle n'est pas forcément péjorative, au contraire. C'est aussi une qualité de produire ou d'écrire une littérature ouverte à tous, Pierre Lemaitre. Qu'est-ce qui fait quand même que cette littérature dite populaire existe? Pourquoi est-ce qu'on devient un auteur qui pratique ou qui représente cette littérature? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous venez pas vous-même de la haute? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vos personnages sont souvent issus de la marge? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous avez commencé par une littérature de genre, le polar qu'on a souvent rabaissé, rattaché un peu à une littérature de gare? Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes lu, très très lu même, vendu, très très vendu aussi? Est-ce que vous pensez
enfin que dans ce terme de littérature populaire, c'est aussi ce suffixe qui fait juste la différence avec populiste, qui parfois dérange. De quelle littérature on parle pour vous ? C'est une question qui renferme déjà toutes les réponses. Oui, je pense que mon origine de lecteur m'amenait à une littérature populaire, puisque mes premières lectures sont celles du feuilleton du 19e et les grands romans. On voyait tout à l'heure l'image des Misérables, ces grands romans simplificateurs du 19e siècle qui ont fait le lait de ma jeunesse. Je pense qu'il y a pas de choix pour moi d'écrire des romans de littérature populaire. J'écris les histoires que j'ai envie d'écrire, celles qui me font jubiler, qui sont pas toujours celles que j'ai envie de lire. On n'est pas le lecteur de ce qu'on écrit, et on n'est pas l'écrivain de ses lectures. Moi, ma tasse de thé, c'est Proust, mais j'écrirai jamais ce que fait Proust. Et lui, c'est un écrivain. Moi, je suis un romancier. Et donc, moi, je crois que la littérature populaire, c'est l'étiquette qu'on vous assigne a posteriori. C'est pas une décision a priori de dire je vais écrire quelque chose qui va relever de ce genre. Le genre ne se dessine qu'après. Ce qui est le contraire du roman policier, puisque là, quand vous écrivez un roman policier, vous devez respecter les règles du genre. Et là, il vaut mieux en avoir pris conscience avant, sinon ce que vous avez écrit risque de ne pas être reçu par le public qui attend un polar comme un véritable polar. Donc c'est pas parce que vous n'écrivez pas des romans minimalistes que vous n'aimez pas lire du Eshnoz ou du Modiano. Non. Pour moi, Eshnoz est le plus grand écrivain de sa génération. J'aime énormément, Tanguy Viel, j'aime Yves Ravet, j'aime des gens qui sont des écrivains minimalistes. Vraiment, je les aime, mais ça n'est pas la littérature dans laquelle je me sens bien au moment où je passe de l'autre côté de la table. En tant que lecteur, ça m'enchante véritablement. J'aime l'écriture minimaliste. J'aime aussi beaucoup Annie Ernaux, j'aime beaucoup des choses comme ça. Mais c'est vrai que dès que j'écris, j'écris plutôt du roman picaresque, du roman d'aventure. En fait, je crois que j'écris avant tout des romans d'aventure. Pierre Lemaitre, vous dites que écrire est un exercice d'admiration pour vous de la littérature. Et c'est vrai que livre après livre, vous rendez hommage à la littérature qui vous a fabriqué, de Simenon aux écrivains du 19e. À la fin de Au revoir là-haut, vous évoquez des emprunts à des auteurs qui vous sont chers. Vous citez Ajard, Aragon, Bernanos, Balzac, Homère ou encore Audiard. Et vous écrivez aussi que le roman doit beaucoup à la littérature romanesque de l'après-guerre, Barbus, Jules Romain, Dorgelès et tant d'autres. Il y a une sorte de reconnaissance de dette qui s'allonge encore plus dans Couleurs de l'incendie, comme quoi peut-être que cette dette est inextinguible. Vis-à-vis de tous ces écrivains, est-ce que ce sentiment de dette dont vous vous acquittez en écrivant à votre tour peut s'échapper à un moment ou à un autre ? Est-ce que vous pourrez vous en libérer à force d'écrire ? J'ai aucune envie de m'en libérer, en fait. L'ensemble de mon travail est un permanent exercice d'admiration de la littérature, et c'est là-dedans que je me sens bien. En fait, c'est très égoïste, bizarrement. Parce que, vous voyez, quand je travaille, je me sens traversé par les souvenirs de mes lectures, par celles qui m'ont frappé, par les personnages de romans qui m'ont accompagné en tant que lecteur. Et en fait, je me sens moins seul, mais d'une certaine façon, c'est une façon un peu égoïste et un peu immodeste de revendiquer ma place au sein de la littérature, quoi. Quant à la dette, la question de la dette est une vaste question sur laquelle mon petit camarade sera plus compétent. Mais vous remarquerez que dans la liste, il n'y a pas Pierre Assouline. Je sentais déjà que je ne serais pas dans son dictionnaire. Il n'est pas dans mes remerciements. Ce sera peut-être dans le prochain. Oui, c'est mal parti. Il faut tâcher de vous réconcilier. C'est remarquable parce que ça n'a l'air de rien, mais un écrivain français qui reconnaît ses dettes et qui les paye, c'est rare. Ça se fait beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Angleterre. C'est même un classique du genre. Et c'est un passage obligé. En France, les écrivains ont du mal à reconnaître ce qu'ils doivent aux autres parce qu'ils ont l'impression de se rabaisser. Alors que, au contraire, quand on dit ce qu'on doit à de grands écrivains, à des classiques, on se tire vers le haut, nécessairement. Et puis, c'est la moindre des choses. C'est une question d'honnêteté. Tout le monde sait que tout écrivain est d'abord un lecteur. Ça n'existe pas. Un écrivain d'une génération spontanée qui n'a jamais rien lu, qui ne sait pas comment on fait et qui soudainement... Enfin, on ne connaît pas d'exemple. Il y en a sûrement quelques-uns, ici ou là dans le monde. Mais en général, et en tout cas en France, un écrivain commence d'abord par être un lecteur et très souvent un grand lecteur. Après, c'est vrai que beaucoup, comme Pierre Lemaitre, comme Simon et comme d'autres, quand ils écrivent, ils ne lisent pas pour ne pas être influencés, pour ne pas que ça parasite l'écriture. Et là, ils disent moins. J'ai eu une chance assez extraordinaire, c'est que
le premier roman que j'ai écrit, Travail soigné, j'ai mis en exergue, on dit en exergue ou en épigraphe. En épigraphe, hein, je me retourne toujours vers lui, c'est vraiment l'arbitre des élégances en la matière. J'avais mis en épigraphe une phrase de Barthes qui disait « Un écrivain est quelqu'un qui arrange des citations en retirant les guillemets ». C'est-à-dire, en fait, on ne fait jamais que du neuf avec du vieux, et on réarrange, en fait. Pour ça, je ne crois pas beaucoup à l'imagination. Je crois à l'imaginaire, mais pas à l'imagination. L'imagination, ça voudrait dire quelque chose comme ça qui tombe du ciel, alors que moi, je crois qu'on ne fait que réarranger un certain nombre de choses. Je peux prendre un exemple, je le prends volontiers, puisque Pierre Assouline est là, c'est Virginie Despentes. J'ai cité dans mes remerciements Virginie Despentes à la fin de 3 jours et une vie, qui est un roman hommage à Simenon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai besoin à un moment que les personnages regardent la ville qui a été dévastée par un très grand orage dans les années 89-90. La ville est complètement dévastée et je cherche une image. Qu'est-ce qui pourrait venir d'une manière un petit peu économique pour décrire l'état d'esprit dans lequel on est quand on voit que son village a été complètement dévasté. Et ce qui me vient, c'est j'étais en train de lire Vernon Subutex, où je venais de le finir, et ce qui me vient, c'est une phrase de Despentes qui dit à peu près, passé 40 ans, la vie de tout homme ressemble à une ville bombardée. Et cette expression de ville bombardée était exactement l'image que je cherchais, donc je l'ai utilisée. Il n'y a pas de copyright de Virginie Despentes sur l'expression village bombardé ou ville bombardée. Il n'empêche que, comme l'image m'était venue après la lecture de Vernon Subutex, ça m'a fait plaisir de mettre son nom. C'est une espèce de clin d'œil, non pas elle, que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée, mais clin d'œil à la littérature d'une manière générale à travers elle. D'ailleurs, si je me souviens bien, un jour, dans un débat, je crois qu'on a eu à Varsovie, c'était sur la guerre. Et à un moment, je t'ai cité une phrase de Maurice Genevoix dans son fameux livre sur la guerre de 14, et tu m'as dit, c'est magnifique, ça va ressortir un jour ou l'autre sans faire exprès. C'était la guerre, c'est le paysage qui vous tire dessus. Tu te rappelles de ça? Oui, mais je n'ai plus l'occasion de réécrire sur la guerre. Oui. Ah oui. Mais par contre, pour le prochain, je te le promets, et là, je mettrai Genevoix et non pas Assouline. Non, bien sûr. Le prochain. On règle des comptes, Olivia, pardonnez-moi. C'est l'occasion rêvée. Hein. Le prochain, parce qu'après Au revoir là-haut, après Couleur de l'incendie, il y aura un 3e livre, logiquement une trilogie qui devrait se boucler. Et vous avancez de décennie en décennie, donc on peut peut-être espérer, ou en tout cas imaginer, que le prochain, ce sera dans la décennie 40 ? Oui, tout à fait. Alors, contrairement aux 2 premiers volumes de la trilogie qui se passaient sur un laps de temps assez long, 7 ou 8 ans, celui-ci va se dérouler entièrement en 4 mois entre mars et juin 1940, donc commencer pendant la drôle de guerre et s'achever pendant l'Exode. Et j'aurai ainsi, au cours de la trilogie, dressé une sorte de petite photographie modeste de l'entre-deux-guerres qui va donc de la fin de la Première Guerre mondiale au seuil de la Seconde. Alors parlons un peu de ces auteurs que vous aimez tous les deux. Pour Couleur de l'incendie, vous dites même, Pierre Lemaitre, non sans humour, avoir fait votre Dumas à la petite semaine, en vous inspirant de cette structure de roman assez typique des adresses aux lecteurs, du côté feuilletonnant, typique des écrivains du 19e. Qu'est-ce qu'il y a de Dumas dans Couleur de l'incendie chez Pierre Lemaitre? Qu'est-ce qu'il y a aussi de Simenon dans 3 jours et une vie que vous évoquiez à l'instant? De Dumas et de Gensu, pour moi c'est peut-être aussi important. Il y a ce sens du feuilleton, le sens de la suite en permanence, mais il y a une chose qui n'y est pas, c'est ça qui m'a intéressé. C'est la question sociale. Tu me dis si je me trompe, mais la question sociale qui, je crois, est très importante pour, pas spécialement l'écrivain Pierre Lemaitre, mais pour l'individu, le citoyen. Et ça, même si on n'a jamais lu ses livres, pour s'en convaincre, abonnez-vous à son compte Twitter. Il ne parle que de ça, la question sociale, les inégalités en France. Et tout ce qui va avec. Eh bien ça ressurgit sous la plume du romancier d'une manière ou d'une autre. Parfois c'est un simple détail ici ou là, et c'est aussi important. Ça ne se trouve pas chez des grands feuilletonistes du 19e, encore que Gensu, dans les mystères de Paris, on était préoccupés. Simenon, dans 3 jours, c'est difficile parce que Simenon a influencé et influence encore tellement de gens, tellement de romanciers. Tu as cité Yves Ravet tout à l'heure, qui est un simenonien absolu, mais il y en a beaucoup d'autres. Le grand héritier de Simenon, on pense jamais à coller son nom aujourd'hui à Simenon, c'est Modiano. Peu importe l'occupation ou autre chose, c'est pas le problème. C'est lui, par la manière de faire. Le lexique est très bref et pareillement dans 3 jours. Le lexique est très ramassé.
comme chez Racine, à 2000 mots maximum. Ce qui compte, c'est la combinatoire de ces mots. Et ça change tout. Dans Simenon, la première page, il y a 5 phrases. En 5 phrases, vous savez où vous êtes, même si c'est pas précisé, quel temps il fait, quelle est l'atmosphère, quelle est l'ambiance, et où on va à peu près, de quoi il s'agit. Ça, c'est magique. Ben, c'est ça l'influence d'un Simenon. Cette concision, cette sobriété, cette économie de moyens extraordinaire. Simenon réussit très bien à faire quelque chose qui est une de mes règles d'écriture, c'est d'essayer de faire très bien des choses très simples. C'est le plus difficile. Sur Simenon ou sur Dumas, vous vouliez peut-être aussi évoquer moi, ce que je retiens de ce que dit Pierre Assouline, ce que je retiens de ce que dit Pierre, pardonnez-moi, Olivier, ce que je retiens de ce que dit Pierre Assouline, c'est que le maître c'est mieux que Dumas, puisque c'est Dumas plus du social. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Pourquoi vous riez? Je sais pas pourquoi vous riez. Non, mais c'est très flatteur. Non, ce que j'essaie d'emprunter à Dumas, Pierre a raison sur le côté social. On le trouve beaucoup plus chez Eugène Sue, mais c'est sous une forme d'un pathos qui est aujourd'hui plus difficilement lisible. Mais ce que j'emprunte à Dumas, c'est non seulement la structure de Monte Cristo, parce que c'est une structure absolument merveilleuse, quoi. Hein, la chute, la rédemption, bon, tout ça, c'est des choses qui sont très enthousiasmantes et qui sont très très jubilatoires. Donc, ce que j'emprunte aussi beaucoup à Simenon. À Dumas, c'est cette idée de feuilleton, c'est-à-dire de terminer toujours sur une scansion qui donne envie d'aller plus loin et de ne jamais faire un chapitre qui ne représente pas une scène que le lecteur puisse voir. Pierre a dit tout à l'heure que c'était une écriture assez visuelle, et moi qui ai adapté plusieurs de mes livres pour le cinéma ou pour la télévision, je sais que c'est une écriture visuelle mais pas du tout cinématographique. Tous les gens qui essayent d'adapter mes livres viennent me voir un moment en me disant il y a un truc là, j'y arrive pas. Je dis bah oui, mais c'est arrivé avec Christian Demeter. Christian Demeter, il a dessiné la bande dessinée qu'on avait fait à partir de Au revoir là-haut. Puis il est venu me voir un jour en me disant là, la gueule cassée, j'arrive pas à la dessiner. J'ai repris ta description, je n'y arrive pas. Oh, je dis, j'ai oublié de te dire, n'essaye pas, c'est impossible. Parce que le pharynx ne se trouve pas là, le palais n'est pas là. Enfin, la description que j'en fais est absolument absurde, anatomiquement. Sauf qu'elle est payante parce que quand elle est décrite comme ça, on a le sentiment de la voir. Alors elle n'est pas juste. Il y a plein de médecins anatomistes qui me disent mais il est quand même drôlement, il est curieusement foutu votre bonhomme parce que même à moitié déchiré, il correspond pas au canon du tout de la médecine. Je dis, effectivement, anatomiquement c'est faux, mais littérairement c'est juste. Tu sais ce que tu peux leur répondre à ces médecins qui t'ont critiqué, que le jour où Gide a eu en lecture le manuscrit de ton cher Proust à la recherche du temps perdu, il a regardé un peu comme ça et puis il a dit aux gens de la NRF ce n'est pas pour nous, c'est des histoires de duchesse. Ils ont dit, oui, mais quand même, vous avez à garder, vous avez un peu lu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il a dit, écoutez, il y a des choses absolument absurdes. Il y a une page où j'ai vu qu'il parlait de la tante Léonie, et il dit, on lui voyait les vertèbres à travers le front. Tante Léonie. Et c'est resté, hein. C'est toujours dans l'édition actuelle, hein. Donc on peut tout se permettre. Un romancier peut tout se permettre. Non, et puis moi je suis content qu'après Dumas, tu me rapproches de Proust. Oui. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que depuis que j'ai le prix Goncourt, je considère Marcel Proust un peu comme un collègue de bureau. Et alors, si vous écriviez demain, vous, Pierre Lemaitre, votre dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature, après tout, vous pouvez rendre un hommage aussi à Pierre Assouline oui. et vous y mettre à votre tour, ou faire ce volume 2, ce tome 2 que lui n'écrira peut-être pas. Quels sont les absents ou sous les présents que vous voudriez absolument voir dedans? On en a évoqué un certain nombre. Mais... Vous croyez pas si bien dire, Olivia, parce que Plon m'a confié la rédaction du dictionnaire amoureux du polar. Donc, d'une certaine manière, à travers le polar, alors il ne s'agit pas simplement du polar français, mais du polar tout court, du roman noir, du polar, enfin de tout ce qui est, de toute cette galaxie autour du roman noir. Donc de cette manière, c'est ce que je vais faire. Et je parle aujourd'hui des romanciers du roman noir français qui vont de DOA à Slocum, qui va de Vargas à Thierry Jonquet ou plus proche de nous à Chénas par exemple ou à Antonin Varenne. Donc je suis d'un œil attentif l'évolution du genre pour les besoins de la cause. Autant de Goncourt potentiels ? Eh bien, ça serait bien parce que le polar étant une catégorie, voilà encore un genre, hein, qui a été autrefois méprisé mais qui ne l'est plus,
souffre de l'étiquette. Et donc, à ma connaissance, il n'y a pas eu de polar distingué par les Goncourt, même pas sur les listes de présélection. Et parmi les auteurs qu'a cité Pierre Lemaitre, auxquels il faut rajouter Hervé Lecor, Bien et sûr. quelques autres Bien encore, sûr. j'espère bien, enfin on est quelques-uns, parce que le jury de l'Académie a été renouvelé il y a quelques années, avec Philippe Claudel, mais aussi Virginie Despentes, et notamment. J'espère bien qu'on fera entrer cette littérature-là et ces auteurs-là dans le concours, dans la sélection. De ce Goncourt, Pierre Lemaitre, parce que vous l'avez souvent évoqué, ça a été un moment de, peut-être pas de rupture, mais disons d'un tournant dans votre parcours d'écrivain, dans votre vie aussi. Ça vous a apporté un certain confort matériel, mais surtout un confort psychologique, une sorte d'assurance dans votre démarche d'écrivain. On dit souvent que le Goncourt est quand même aussi un cadeau empoisonné à propos d'inspiration et de transpiration, puisqu'on a ouvert sur ces deux mots. Est-ce que il y a eu un moment de panne sèche derrière? Est-ce que ce Goncourt peut aussi assécher en termes de démarche créative? Alors, j'ai essayé l'échec et j'ai essayé le succès. Je recommande plutôt le succès. C'est meilleur pour la santé. J'ai testé les deux. Mes premiers livres qui n'ont pas très bien réussi, puis celui-ci qui a bien marché. Et alors vraiment, je vous assure, c'est une peine, c'est une épreuve terrible que je souhaite à tous, à tout le monde. Tous les écrivains devraient avoir droit à un moment de luminosité comme celui-là. Il y a deux, je crois qu'il y a deux types de prix Goncourt. Il y a des prix Goncourt qui interviennent, je dirais, comme une consécration. Je pense que je discutais avec Jean Echenoz. Je pense que l'année où Jean Echenoz reçoit le prix Goncourt, ça n'est pas vraiment une surprise. C'est un homme qui a déjà une grande carrière derrière lui. C'est pas du tout pareil pour un écrivain comme moi qui vient absolument de nulle part, qui est l'outsider comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc là, moi, ma vie change beaucoup plus considérablement que pour Jean Echenoz. Moi, le Goncourt a retourné ma vie comme une chaussette, ce qui est pas trop le cas d'Echenoz. Echenoz, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, moi, financièrement, c'était une très bonne nouvelle parce que c'était une année où j'avais reçu une subvention du CNL. Je savais pas très bien comment j'allais boucler mon année. Donc le Goncourt, quand il est arrivé, c'est une formidable nouvelle. Pour moi, c'était beaucoup plus considérable parce que c'était une reconnaissance. C'était, je multipliais le nombre de mes traductions par 3 ou par 4. Vous voyez, ça changeait beaucoup plus considérablement. Donc pour moi, le Goncourt a été un plus grand événement que pour n'importe qui d'autre. Le Goncourt, peut-être, et vous avez raison, Olivia, un cadeau empoisonné si on est très jeune et si c'est un premier roman. Donc Pierre était très vieux et c'était pas un premier roman, mais peut-être le dernier. Mais je ne savais pas pourquoi je... C'était pas un perdreau de l'année, quoi. Il faut bien dire les choses. Et c'était pas son premier livre. Il avait écrit plusieurs livres avant. C'est débuté. Bah, écoute, je ne suis pas jeune, mais j'ai beaucoup de fraîcheur. Oui, mais on en convient tous ici. Mais ça, c'est ce qu'il a sauvé. Il avait cette maturité qui permet, parce que quand même, imaginez à 25-30 ans, moi je pense toujours, quand je vois un très jeune écrivain qui est menacé d'un prix Goncourt pour un premier livre, ou d'un très grand prix littéraire, je pense aux footballeurs. Les footballeurs, ils ont 20 ans, ils sont milliardaires. C'est terrible. Non ? Oui, alors être milliardaire, c'est terrible. Oui, oui c'est terrible. Je suis pas sûr que cette phrase isolée de son contexte va. Mais nous en discuterons, puis je tweeterai tout à l'heure. Vous n'avez plus 20 ans et vous n'êtes pas milliardaire, de toute façon, je crois, si je ne me trompe pas. Vous nous tombez. Dans tous les cas, donc Goncourt, etc. On parle du privilège de l'âge. Est-ce que le fait que vous ayez commencé à écrire, vraiment, vous avez écrit depuis tout petit, vous l'avez raconté, entre 20 et 40 ans, vous écriviez déjà, mais disons à publier et à écrire et à vivre de votre écriture, donc à écrire tous les jours. Est-ce qu'il y a aussi dans l'écriture un privilège de l'âge pour vous ? Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux privilèges. Moins de complexe. Oui, il y a le privilège de l'âge parce que je crois quand même que mes livres manifestent une certaine maturité dans la construction des personnages. J'ai rencontré un jeune réalisateur avec qui il était question de travailler sur un de mes films et j'étais obligé de lui dire, écoutez, vous avez beaucoup de talent, mais il va falloir que je vous explique ce que c'est qu'un homme de 50 ans, ça va m'épuiser. Parce que il faut de la maturité pour faire certaines choses. Et il me semble que pour écrire les livres que j'écris, il fallait avoir de la maturité. Peut-être pas de la vieillesse, mais en tout cas de la maturité. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai enseigné la littérature pour les adultes et que sans m'en rendre compte, je remplissais ma boîte à outils d'un certain nombre d'outils
qui étaient des outils littéraires. Et quand j'ai commencé à écrire assez tardivement, quand j'ai ouvert ma boîte à outils, il y avait plein de choses que j'avais réussi à engranger sans le savoir en l'enseignant. Donc je pense que la deuxième chance de ma vie, outre d'être vieux, ce que vous avez rappelé souvent de fois au cours de cette conversation, un peu trop me semble-t-il, peut-être un peu trop me semble-t-il, mais il y avait aussi l'expérience de la lecture et l'expérience formidable qu'apporte l'enseignement. Pierre le sait, lui qui enseigne aussi dans des grandes classes, c'est à quel point l'enseignement est une manière de réfléchir sur son propre travail. Pierre Assouline, une dernière question sur Pierre Lemaitre, écrivain. On a évoqué le poids de la dette qui pouvait éventuellement peser sur ses épaules quand il est passé de lecteur à écrivain. Comment s'affranchir de toutes ces références, comment s'en nourrir, mais aussi ne pas se laisser écraser par elles, ne pas chercher à imiter dans l'hommage qu'on voudrait rendre à des grandes plumes qui nous sont chères. Est-ce que vous pensez qu'il a réellement, et à partir de quand, trouvé sa propre voix, sa propre veine littéraire? Pour moi, c'est Au revoir là-haut, bien sûr, parce que c'est un livre dont on ne peut pas dire il doit à un tel, ou il est dans l'imitation ou dans le pastiche, même involontaire, parce qu'à force de lire un auteur qu'on admire, c'est même pas de l'intertextualité, c'est l'inconscient qui écrit pour vous et qui est influencé. Donc il y a certains à qui ça arrive. Là, en le lisant, sincèrement, en tant que critique, même pas seulement en tant que juré, mais en tant que critique, c'était impossible de dire c'est un roman à la Dos Passos ou c'est un roman à la... Non, ça aurait été des références inutiles. Je sais que les critiques adorent ça. Ils cherchent en permanence le point d'ancrage qui leur permettra de fixer un peu l'auteur pour essayer de ne pas être débordé par lui. Or là, on est emporté par ce qu'il a écrit, enfin c'était mon cas et je n'étais pas le seul bien sûr, on est emporté et on cherche même plus les références. Vous savez, au cinéma, quand on ressort d'un film en disant le décor était magnifique et les costumes, c'est que on s'est ennuyé. C'est que on a passé son temps à regarder ce qu'il y avait dans le film au lieu de regarder le film et de se laisser emporter et d'oublier le cinéma. Eh bien, un livre, c'est pareil. Et quand j'ai lu Au revoir là-haut, j'ai même oublié de me demander s'il avait lu des livres d'histoire qui me sont chers, quelles étaient ses références historiques, notamment pour cette histoire. Je me suis même pas demandé si l'histoire du trafic qui est au centre de tout ça, si c'était vrai ou pas, s'il avait trouvé ça dans un fait divers, dans un journal ou pas. À la fin, c'est expliqué, et puis dans les interviews. Mais sur le moment, on prend tout et on se pose aucune question sur l'influence. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Est-ce qu'il y a une question que vous souhaiteriez poser à Pierre Lemaitre, puisque vous êtes en tête-à-tête, là, aujourd'hui, tous les deux? Je sens que tu as un petit peu le trac, là. Tu peux me vouvoyer, si c'est pour une question, d'accord. Tu peux me vouvoyer. Non, ça me touche parce que je l'ai regardé tout à l'heure, là, pendant que vous prépariez un peu les lumières, tout ça. Et Pierre qui parle avec beaucoup de facilité, en permanence, il est très disert, il raconte très bien. Je parle de l'intimité, de l'amitié, à la maison, au restaurant ou ailleurs. On le sent à l'aise. Et on se dit, ce type-là, il doit être dans un théâtre, comme l'a crié, il va cartonner, parce que celui-là, ça va être formidable, parce qu'il est tellement... Tu penses que c'est raté? Non. J'ai pas dit ça, mais j'ai pas fini. Il va cartonner parce qu'il est tellement à l'aise. Et en fait, en regardant là, je me suis aperçu qu'il a vraiment le trac. Il est angoissé. Vous avez le trac? Oui. Un petit peu moins, enfin j'attends la fin là quand même. Oui, mais il a non, parce qu'il est angoissé. Eh ben, cette angoisse, qui est une angoisse d'écrivain, est-ce qu'il y aura des gens qui vont venir? Est-ce que ça va les intéresser? Est-ce qu'on va dire, etc. Et puis même, est-ce que je lis assez bien? Parce que il lit très bien, mais beaucoup d'écrivains et de poètes, hélas, de poètes surtout, lisent très mal leur œuvre. Il faut les faire lire par des comédiens. Donc tout ça, il n'était pas sûr. Et cette intranquillité, beaucoup plus que de l'angoisse, eh ben, cette intranquillité, je la trouve admirable parce que ça le rend humain. Ça l'humanise encore plus. On se dit, c'est pas une machine à fabriquer des livres. On va vous encourager, Pierre Lemaitre, alors peut-être, du coup. On peut encourager Pierre Lemaitre. C'est surtout Pierre Assouline qu'il faut remercier. Et remercier Merci. Pierre Assouline. Merci mille fois, Pierre. Bravo. Merci à Pierre Assouline d'être venu tenir salon avec nous. Non pas qu'on ait échangé sur des sujets spécialement artificiels,
Oui, artificiels. On dit pas artificiaux, hein, ça marche pas. Non, j'aime bien votre côté un peu maître d'école. Mais il faut maintenant qu'on entre dans le dur de l'écriture. Ouais. Et pour ouvrir ce dossier, écrire pourquoi, comment et dans quel but, on a pensé à un petit auteur, Louis Aragon, qui va nous donner ses recettes. Archives, Sentier, 1 3e. Enfin, pour y aller au plus court, parce que je ne veux pas raconter le livre en lui-même, l'essentiel est que je ne considère pas du tout ce que j'écris comme une écriture. C'est pourquoi je dis, je n'ai jamais appris à écrire. Ce que j'écris, c'est essentiellement ce que, ayant avancé follement peut-être une phrase, m'étant jeté à l'eau d'une phrase, je me mets à être obligé de dire pour continuer. Et je suis alors dans la situation non pas d'un écrivain qui consciemment va d'une phrase à l'autre, d'un chapitre à l'autre, d'un livre à l'autre, comme vous voudrez, mais dans celle du lecteur même, qui ayant pris un livre sans savoir ce que c'est, a lu la première phrase et celle-ci va jusqu'à la dernière. Je lis le livre que j'écris, je ne l'écris pas. Cette phrase... C'est là, à proprement parler, le thème même de mon livre et à quoi je veux essayer de me tenir pour ne pas répéter tout ce qui est dans ce livre. J'ai dit aussi dans ce livre cette autre chose, me comparant au lecteur. Si j'ai à choisir un livre ou un autre, au lecteur de la série noire, que dans tous mes livres, en les écrivant, c'est-à-dire donc en les lisant comme j'entends, je ne sais jamais qui est l'assassin. Ouais, à nous de le trouver. Il avait des yeux rieurs, Aragon. Hein. Alors vous êtes un adepte, un aragonien dans l'âme, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais pas du tout dans la méthode. Ah non, alors moi c'est exactement le contraire. En fait, vous connaissez l'assassin avant d'écrire? Alors je commence pas si je le connais pas. Parce que quand on écrit des romans d'aventure ou des romans policiers, ne pas connaître la fin, c'est être sûr d'aller dans le mur. Si j'étais Aragon, la question, elle est simple. C'est Aragon a une telle facilité, une telle fluidité, une telle fantaisie naturelle qui peut se permettre d'aller absolument n'importe où parce que tout terrain lui va, tout lui convient, tout lui va parce que la littérature lui va comme un gant. Et donc, en fait, il y a chez Aragon quelque chose d'absolument merveilleux. Je recommande Les Voyageurs de l'Impériale, je recommande Les Cloches de Bâle, tous ces livres absolument magnifiques. Vous le voyez écrire et vous voyez que vous le sentez bien en tant que lecteur que un mot va d'un seul coup lui donner une phrase, une idée, un personnage, d'une situation. Il affiche le camp pendant 20 pages ailleurs, vous l'avez suivi. S'il revient à son récit, c'est bien. Et s'il s'en sépare, vous continuez de le suivre. Il y a une fantaisie que je ne peux pas me permettre. Si j'avais le talent d'Aragon, je le ferais sans doute. Mais quand on est Pierre Lemaitre, il vaut mieux assurer ses arrières. Vous pensez que c'est vraiment ça? C'est pas une histoire de confiance? Peut-être que vous allez la trouver. Non, c'est pas une histoire de confiance. Se laisser porter par sa plume, c'est pas quelque chose qui marche. Vous avez essayé? Non, j'essaye pas. Non, c'est pas mon truc. Je saurais pas le faire. Je suis incapable de le faire. En fait, pour écrire, moi, il me faut un projet. Vous voyez, mes livres ne sont pas des livres d'écriture. Ce sont avant tout des intrigues, c'est de la narration. Je suis un conteur. Et donc, un conteur, c'est quelqu'un qui compte une histoire, il doit connaître son histoire. Une histoire, en plus, je viens d'un genre qui est très particulier. Le polar est le seul genre littéraire qui va se juger en fonction de la fin. Si vous lisez un roman policier, la fin est absolument épatante. Vous revisitez un peu la lecture de livres en disant, peut-être, oui, vous avez oublié qu'il était un peu médiocre, la fin était épatante. Un roman qui vous a passionné, mais qui finit en queue de poisson, immanquablement, en tant que lecteur, vous allez mésestimer le livre. La fin
vous donne en quelque sorte l'alpha et l'oméga de votre goût. Et donc moi, dans les romans que je fais, la fin doit être réfléchie, et sans réflexion sur la fin, je pars pas dans l'écriture. Et justifier les moyens. Donc un roman, c'est d'abord un bon scénario pour vous, Pierre Lepêtre ? Alors c'est un bon scénario servi par de bons personnages. Les bons scénarios qui n'ont pas de personnages font parfois des bonnes littératures. C'est le cas d'Agatha Christie, ou c'est le cas d'Hercule Poirot. Vous voyez, par exemple, de son personnage Hercule Poirot. Personne ne peut être à un moment quelconque touché par Hercule Poirot. Si vous avez déjà pleuré sur Hercule Poirot ou sur Miss Marple, il vaut mieux consulter, parce que là, on n'est plus dans le domaine de la littérature. Non, c'est vrai. Les histoires font appel à votre intelligence, font appel à votre humour, font appel à votre astuce, mais à aucun moment elle ne fait appel à vos tripes, à vos sentiments, à vos passions. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnages chez Agatha Christie. On trouve la même chose chez Conan Doyle. Donc ce sont des gens pour qui l'intrigue précède le personnage. Moi, j'ai besoin d'une intrigue servie par des personnages, et je choisis et je bâtis le personnage en fonction du service qu'il va rendre à l'intrigue. C'est pour moi l'intrication entre les deux qui fait la qualité d'un roman, en tout cas dans le genre dans lequel je me place. J'ai du mal à voir ou à comprendre au fond de vous qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un vrai gentil ou un faux méchant ? Et j'avais envie de vous demander, puisque vous êtes en position 2, quelles sont les passions humaines qui vous intéressent le plus ? La vengeance, la rancune, le crime et la méchanceté. La méchanceté est une qualité qui se perd beaucoup. C'est bien ce que je craignais quand même. Et pourquoi ? Pourquoi ça se perd ? Parce non, que pas la méchanceté. Pourquoi toutes ces qualités, toutes ces vertus, écoutez, ces passions vous plaisent plus que les autres ? Mais peut-être que j'ai un mauvais fond, Olivia. Peut-être que j'ai un mauvais fond. Non, mais j'aime rire, et je pense on ne rit que des chutes. Et donc, en fait, ma littérature et ma manière de voir les choses est une vision assez tragique, naturellement. Alors, c'est teinté d'une jubilation à vivre qui, je crois, qui j'espère en tout cas se retrouve dans l'écriture. Mais tout ça, ça s'est illustré dans le roman policier. Pourquoi ? Parce que le roman policier, c'est le type de littérature dans lequel les passions sont poussées à leur acmé. Vous voyez, c'est les passions chauffées à blanc. C'est le b.a.-ba d'un roman policier. Il faut d'abord une histoire criminelle pour faire un roman policier. Donc, par définition, ça commence mal. Ça commence par un crime. Donc, vous voyez, si j'étais là, c'est aussi parce que j'ai une vision naturellement tragique et je crois à un certain sens de la dérision, me semble-t-il. Ça vous arrive jamais de blêmir un peu devant des choses que vous écrivez ? Si, écoutez, là je suis en train d'écrire un truc terrible, et j'ai dit à mon épouse, oh là là là, le chapitre 2, il est absolument terrible. Moi-même j'en suis... non mais je crois que c'est pas mal. Non, sérieusement, je trouve que c'est pas mal. Je vais le relire, je verrai si c'est bien ou pas, mais c'est absolument terrible. Ce qui arrive à cette pauvre fille, vraiment je le souhaite à personne. Mais je pense que ça peut faire un bon bouquin, je crois. Vous avez dit quelque part, à propos non pas de pauvres filles, mais de femmes, qu'il fallait au moins parmi vos personnages féminins, qu'il y en ait un, ou une plutôt, que vous désiriez. Vous l'avez pas dit même exactement comme ça. Oui, vous êtes très gentil de ne pas citer mes propos dans le texte. Oui, vous avez un peu arrangé. On sent la discipline France Culture. Et je n'allais même pas vous demander de vous justifier là-dessus. Je sais bien. J'allais vous demander si, chez les personnages masculins, il fallait avoir non pas du désir, mais au moins le sentiment d'un double qui existe chez certains d'entre eux, ou au contraire, qu'il soit votre exact contraire. Alors oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'avers et le revers de la même pièce, d'une même pièce, pardon. Alors. Sans doute, il faut des personnages dans lesquels on peut investir une part de soi-même. Je ne pense pas avoir dans ma littérature de personnages qui soient vraiment mon double, au sens, par exemple, où l'était Zuckerman chez Philippe Roth, par exemple. Je n'ai pas ce genre de personnage. Par contre, j'ai dans beaucoup de personnages des petits morceaux de moi-même. Vous voyez, le Joseph Merlin, qui est l'un des héros de Au revoir là-haut, et qui est le héros de la petite nouvelle que j'ai lue au début de notre rencontre. Je crois avoir mis dans ce Joseph Merlin quelque chose d'un peu de moi-même, mon côté un peu acariâtre, mon côté agressif, tout ça. Bon, mais c'est plutôt par petites touches. Mais je ne ressens pas le besoin de me dédoubler dans la littérature. Mais vous savez, l'autre question que vous posiez sur les femmes. Oui, sur les femmes, c'est qu'en fait, on fait un métier difficile. C'est un métier difficile et très solitaire.
Vous savez, il faut 1500 heures pour faire un roman, à peu près. Enfin, moi, c'est à peu près le temps que je mets pour faire un roman. Et ces 1500 heures que je vis à peu près tout seul, je donne bien sûr à lire à mes proches, mais le plus tard possible, j'en donne assez peu à lire. Et donc, la plupart du temps, je vis seul avec les personnages. Et donc, on a besoin de trouver des exutoires. Vivre un an et demi avec les mêmes personnages, avec la même histoire, c'est difficile. Tout le monde ne peut pas écrire un roman, même mauvais. Non, mais c'est vrai. Stevenson l'explique très bien dans son journal. Il dit tout le monde peut arriver au bout d'une nouvelle, même mauvaise. Mais même un mauvais roman, tout le monde ne peut pas y arriver. Simplement parce que c'est une course de fond et que tout le monde n'est pas fait pour cette durée. Mais cette durée, c'est une durée de la solitude. Et donc, vous avez besoin d'avoir des moments de désir et donc d'avoir des femmes que vous désirez. Dans les termes que vous pouvez choisir. Et puis, il y a ce côté quand même merveilleux, c'est que vous voyez, quand j'écris un roman, je ne convoque que moi à la réunion. Vous voyez, je suis seul à décider. Sans aucun souci, je peux écrire, mais c'est très facile que l'escadre de 87 hélicoptères arrive au-dessus de la ville. C'est-à-dire, qui peut se permettre d'inventer comme ça, en un claquement de doigts, quelque chose qui coûterait des millions d'euros à la production? Non, on a un métier merveilleux, j'en use et j'en abuse. Et du coup, si on peut lire la première page d'Alex, oui. Ça, c'est une femme avec laquelle vous avez eu envie de coucher. Il a fallu que vous le disiez. Ça y est. Vous avez choisi, je suis venu avec mon épouse, et vous avez choisi de le dire quand même. Qui devrait relire vos interviews, pas que vos livres. Vous voulez que je lise ça ? S'il vous plaît, le début. Vous m'arrêtez, vous lancez une fumée bleue quand vous pensez que c'est trop long. Alex adore ça. Il y a près d'une heure qu'elle essaye, qu'elle hésite, qu'elle ressort, revient sur ses pas, essaye de nouveau. Perruque et postiche. Elle pourrait y passer des après-midi entiers. Il y a 3 ou 4 ans, par hasard, elle a découvert cette boutique, boulevard de Strasbourg. Elle n'a pas vraiment regardé, elle est entrée par curiosité. Elle a reçu un tel choc de se voir ainsi, en rousse, tout en était transformé à un tel point qu'elle l'a aussitôt achetée, cette perruque. Alex peut presque tout porter parce que elle est vraiment jolie. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, c'est venu à l'adolescence. Avant, elle a été une petite fille assez laide et terriblement maigre. Mais quand ça s'est déclenché, ça a été comme une lame de fond, le corps a mué presque d'un coup. On aurait dû du morphine en accéléré, en quelques mois. Alex était ravissante. Du coup, comme personne ne s'y attendait plus, à cette grâce soudaine, à commencer par elle, elle n'est jamais parvenue à y croire réellement, aujourd'hui encore. Mais vous y avez cru pour elle? Oui, j'y ai cru pour elle, oui. Les femmes de mes romans sont des femmes qui sont brutalisées par la vie, souvent brutalisées par la violence masculine, par la domination masculine. C'est le cas, par exemple, de Couleur de l'incendie. Mais ce sont des femmes fortes aussi. Mais ce sont des femmes fortes, ce sont des femmes résilientes, comme on dit. On le dit à France Culture, ça? Ça nous arrive, Ça vous arrive, surtout quand on a vu Boris Il m'a semblé que c'était correct. Vous arrêtez là-dessus? Oui. C'était le petit tacle, sur France Culture, bien sûr. Une fois qu'on est tombé. Vous opposez souvent la contrainte du roman de genre, noir ou policier. Vous avez dit cette forêt où je slalome entre les arbres, à la liberté que vous avez associée au roman picaresque, comme vous l'appelez, donc pour Au revoir là-haut, pour Couleur de l'incendie. Contrairement donc au roman policier où vous dites forêt, slalom entre les arbres, vous comparez ce roman picaresque plutôt à une plaine où vous pouvez courir sans crainte et sans obstacle. Pierre Lemaitre, vous distinguez aussi dans vos livres ceux qui relèvent du roman noir et ceux qui relèvent du roman policier. Sur cette distinction, on souhaitait vous faire entendre le politiste Philippe Corcuff, auteur de Polar, Philosophie et critique sociale, c'est le titre de son essai. Il vit dans la capitale du crime littéraire et de la police scientifique, à Lyon, et on l'écoute et on le regarde. Pour moi, le polar, c'est un aspect du roman policier. C'est ce qu'on appelle le roman noir américain qui s'est développé à partir des années 1920 et dont la particularité est d'insister sur la dureté du monde en confrontant des personnages marginaux, notamment soit la figure classique du détective, soit celle d'un policier plus marginal, à cette dureté du monde dans une narration assez tragique. C'est ce qui le distingue du roman policier européen, à la Sherlock Holmes ou à la Maigret, qui est orienté vers un autre type de narration. On peut partir là d'une phrase d'un des deux grands maîtres des débuts du roman noir américain, Raymond Chandler, avec Dashiell Hammett, dans un court essai qui s'appelle L'art d'assassiner. En 1944, Chandler se réfléchit sur le polar et dit ce monde ne sent pas bon, mais c'est le monde dans lequel on vit.
Et en disant ça, il montre bien l'insertion à la fois philosophique et sociologique du roman noir. C'est-à-dire, il va décrypter de manière critique les dérèglements sociaux du monde, le monde dans lequel on vit, et il va associer à ça immédiatement la question du sens et du non-sens de l'existence, une question philosophique. Et c'est peut-être dans cette façon d'associer le philosophique et le sociologique, qui d'une manière académique sont souvent séparés ou opposés, qui a un caractère heuristique fort, stimulant du roman noir, y compris pour les philosophes et les sociologues. Comme je l'ai dit, le roman policier européen à la Sherlock Holmes et à la Maigret, finalement, il est sensible aux troubles générés par le capitalisme, mais finalement, il rétablit l'ordre avec l'État-nation, la justice et la police. Alors que le roman noir américain est beaucoup plus radicalement sensible au fait que le tort que le capitalisme, et pas simplement le capitalisme, aussi l'État-nation, fait à la société. Ce tort ne peut pas être mis en cause par la simple action solitaire d'un anti-héros. Et donc, c'est la dimension pessimiste du roman noir. Le capitalisme et l'État-nation et leur association pèsent d'un grand poids sur la vie de certains. On peut individuellement tenter de sauver plus ou moins son âme, c'est le cas de l'anti-héros, mais on ne peut pas réparer le tort du capitalisme et les méfaits de l'État-nation associés au capitalisme. Je suis très sensible au fait que le jeu de langage du sociologue, du philosophe, de l'écrivain, du cinéaste sont assez différents. Mais dans des cadres, dans des registres culturels différents, ils posent des questions analogues. Et j'aurais voulu savoir comment, dans le registre proprement littéraire, il se saisit de questions sociologiques et de questions philosophiques. Alors le il, c'est vous, Pierre Lemaître. Cet entretien a été réalisé par les équipes de Olé Beaujour. Comment vous saisissez-vous de questions sociologiques et philosophiques dans votre cadre littéraire ? Eh bien, d'abord, en ne me posant pas la question. Parce que c'est pas mon problème. J'aime énormément Philippe Corcuff, et notamment, je recommande à tout le monde son essai sur le polar, qui est vraiment une des choses les plus intelligentes que j'ai lues dans le domaine. Donc en fait, vous laissez le soin aux sociologues et aux philosophes de vous étudier. Ouais, chacun son boulot. Chacun son boulot. Moi, je n'avance pas masqué. Pierre Assouline, tout à l'heure, disait quelque chose que je crois juste. N'importe qui, en lisant mes livres, sait qui je suis. Je n'avance pas masqué. Donc tout le monde sait qui je suis, et tout le monde sait quelle est ma vision du monde, et quelles sont, à la limite, même mes convictions. Encore une fois, je suis un homme assez transparent. C'est, je crois, ce positionnement qui est nécessaire dans un rapport sain au lecteur. C'est de dire d'où on parle. Et n'importe qui lisant mes livres sait d'où je parle. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est derrière mon histoire, de quelle manière le fond social, par petites touches, comme le disait encore Pierre tout à l'heure, par petites touches, ou de manière plus massive, c'est le cas dans Cadre Noir sur le chômage des seniors, de temps en temps, c'est une manière plus massive, mais la question sociale, je ne l'empoigne pas de manière pédagogique ou de manière exemplaire. Je l'empoigne en essayant de faire baigner mon histoire, en faisant baigner mon histoire dans la manière dont je vois le monde. C'est ça, ma façon à moi de militer. Ça n'est pas de décrire dans mes livres une vérité sociale qui me semblerait militante. C'est de placer mon intrigue dans un champ social dans lequel l'intrigue vient refléter le champ et non pas l'inverse. Alors quand Albert Dupontel, qui a réalisé l'adaptation de Au revoir là-haut, dit de votre livre qu'il y voit un vrai pamphlet élégamment déguisé contre le temps actuel. C'est la lecture d'Albert Dupontel. Moi, j'ai écrit un roman social, il a fait un film politique. Vous voyez, moi, mon livre était plus un roman social. En fait, on s'intéressait à la destinée de ces gens qui revenaient de la guerre et qui ne retrouvaient pas de place dans le monde dans lequel ils revenaient. Alors que Albert, lui, c'est un rebelle. Albert Dupontel, c'est un artiste rebelle. Et lui, ce qui l'a intéressé, c'est l'identification à la rébellion des personnages. Et donc, il a d'ailleurs cette scène qui montre qu'on est plus dans un film politique que social. Cette scène magnifique au Lutetia où il a mis la tête des généraux de l'état-major et il invite tout le monde avec des bouteilles de champagne à tirer
tirer comme à la foire sur ces figures, sur ces emblèmes en quelque sorte. Donc là, on est vraiment dans une dénonciation. Vraiment, il tire dans le tas. C'est mon cas de le dire. Donc là, on est dans une démarche vraiment politique. Rappelez-vous le texte qu'il écrit. C'est à ceux qui ont décidé la guerre, à ceux qui ont aimé la faire. Voilà, tous ces gens-là, je les condamne. Moi, c'est pas mon propos. Moi, mon propos est social. Le sien est politique. C'est aussi la raison pour laquelle je lis Corcuf. Mais c'est vrai que la question qu'il se pose, c'est une question que je ne me pose jamais et que je ne veux pas me poser parce que je n'écris pas des livres de démonstration. Alors, si vous ne vous considérez pas comme un rebelle, est-ce que vous vous considérez comme un insoumis? Oui, alors je vous vois venir. Alors Olivier, j'étais sûr que vous me feriez beaucoup de misère. Non, parce que Pierre se sent bien à Marseille et vous savez pourquoi, hein? Parce qu'il aime beaucoup votre député. Il est un peu jaloux. Vous êtes absolument il pense impossible. venir s'installer ici. Non, je suis installé pas très loin d'ici, à Arles. Non, alors c'est vrai que je me sens je me sens proche idéologiquement de cette mouvance de la gauche. C'est vrai que je ne la revendique pas. Je suis un homme terriblement privilégié, voyez-vous. Terriblement privilégié. Dans ce champ de la littérature, c'est intéressant d'en parler maintenant puisqu'on est en train de négocier des choses qui sont très importantes pour les auteurs en ce moment, qui sont en train de négocier des choses sur leur statut social et qui sont des discussions qui vont avoir beaucoup de poids sur l'avenir de la littérature. Pardon, beaucoup de poids sur l'avenir de la littérature parce que beaucoup de poids sur l'avenir des écrivains. Et les écrivains, c'est a priori eux, pardonnez-moi, qui font la littérature. Donc, je suis un écrivain très privilégié. Je fais partie de l'infime minorité des gens qui vivent de leur littérature, et dans cette minorité, je fais partie de l'infime minorité de ceux qui en vivent très bien. Donc, quand on est privilégié à ce point, ça donne quelques obligations quand même. On parlait de dette tout à l'heure. Je ne me sens pas en dette pour la réussite qui est la mienne, mais comme je suis monté plus haut, j'essaie de gueuler plus fort. Le monde ne sent pas bon, mais c'est le monde dans lequel on vit. Donc, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, c'est eux que citait à l'instant Philippe Corcuf. Ça, vous êtes d'accord avec ça? La littérature, elle n'est pas là non plus pour sublimer le réel, à défaut d'être un sociologue. Vous diriez que la littérature, elle est quand même plutôt là pour... Pourquoi? Pour s'arranger avec ce monde dans lequel on vit, plutôt que de l'arranger? Alors, moi, je crois que plutôt, c'est Aragon, qu'on a vu tout à l'heure, disait, je crois, dans la préface au Voyageurs de l'Impérial, il dit la littérature est une machine à décrypter le réel. Et ça, c'est la conception que j'ai. Moi, j'étais bâti par la littérature. Ce que je sais du monde, je l'ai beaucoup plus appris dans la littérature que dans mes études qui ont été relativement tardives. Je suis tardif en tout, me direz-vous. Vous aurez raison, je vous le retire avant que vous me disiez une méchanceté de plus. Donc, moi, ce que j'ai appris du monde, je l'ai appris dans la littérature. Je crois, comme Aragon, que c'est une machine à décrypter le monde. Si vous voulez apprendre à des jeunes gens ce que c'est que, je sais pas, l'idéalisme, ce que c'est que la générosité, vous pouvez leur faire un discours, et puis vous pouvez leur donner les 3 mousquetaires. Bon, moi, j'ai commencé par les 3 mousquetaires. En fait, si vous êtes jaloux, et si vous essayez de comprendre en quoi cette passion de la jalousie, à un moment, envahit votre vie, il vaut mieux lire Un amour de Swann qu'un essai sur la jalousie. La littérature sert à ça. En fait, c'est la magie de la littérature, c'est que en permanence, la littérature vous parle de vous-même à travers des personnages. Ce ne sont pas les personnages qui vont vous intéresser. C'est la manière dont votre personnalité, votre histoire va se refléter dans les personnages et revenir vers vous. C'est ça le rôle de la littérature. Mais en inscrivant un roman, du coup, dans les années 20 ou dans les années 30 ou dans les années 40 pour celui à venir, vous cherchez quand même... Voilà, vous cherchez quand même des métaphores du temps présent ou de l'époque actuelle. Vous cherchez quand même les analogies ou elles viennent d'elles-mêmes si elles viennent. Si méchante avec moi depuis le début. Bon, j'arrête, après je change de sujet. Non, je cherche pas. Il se trouve que prenez 2 périodes de l'histoire, n'importe lesquelles, et vous allez toujours trouver des résonances. Regardez, sur France Culture, Jean-Noël Jeanneney, tous les dimanches depuis très longtemps, il a une émission qui s'appelle Concordance des temps. Il prend 2 périodes, il arrive toujours à tisser les ponts entre les deux. Si j'avais écrit un roman sur les pyramides, on aurait dit « Oh, c'était déjà comme ça à l'époque ». Vous voyez. Bon. Donc, on avait de la fraude fiscale sous le, je sais pas, dès qu'il y a eu la gabelle, il y a des gens qui ont dû essayer de tricher sur la gabelle. C'est pas Cahuzac qui a, à son âme, qui a inventé la fraude fiscale, ni Johnny Hallyday, ni l'un ni l'autre. Qui, à propos de héros, Johnny Hallyday était un héros social, paraît-il, vous voyez. C'est pas tout à fait le genre d'héroïsme qui est, puisque je reviens sur la première question que vous me posiez. Oui, c'est pas le type d'héroïsme dont je fais mon... Il n'entrerait pas dans votre panthéon.
On va parler un peu cinéma, Oui. parce que vous avez, Pierre Lemaitre, une écriture très visuelle, sans pour autant vous revendiquer cinéphile. C'est-à-dire que vous ne venez pas forcément de ce monde du cinéma, et en même temps, le cinéma vous adore, le cinéma vous adapte, et vous scénarisez pour le cinéma. Au revoir là-haut a donc été adapté par l'acteur-réalisateur Albert Dupontel, on en parlait, plus de 2 millions d'entrées, c'est un carton. Ça vous a valu, à vous, Pierre Lemaitre, un César de la meilleure adaptation. Il s'appelle comme ça. Et puis, il y a d'autres projets en cours. Le 19 février cette année, vous avez tweeté l'adaptation de mon roman 3 jours et une vie entrera en tournage cet automne. Nicolas Boukrieff à la réalisation, Ch Berling, S Bonner, P Poli, Feu Torreton, Pension au casting. Voilà. Ouais, c'est bien hein, comme casting. Hein, Ouais, c'est bien. c'est pas mal. Ouais. Quelle est votre question? Non, il y en a pas. Pour l'instant, il y en a pas encore. Comme Charles Berling est dans l'aventure, on va écouter ce que Charles Berling nous dit de vous, Pierre Lemaitre. Pour moi, il y a une chose qui définit beaucoup l'écriture de Pierre Lemaitre, et je dirais même qu'on sent qui l'intéresse profondément dans son œuvre, c'est le rapport comme ça à l'être humain, et comme il a commencé par écrire des polars, et qu'il a une écriture de fou dans sa précision, dans la complexité comme ça de cette précision, dans le fait que ces histoires sont tissées de 1000 petites histoires, qu'il arrive à raconter des détails absolument hallucinants. Et ça vient du polar, où chaque détail compte, où on est comme ça dans un puzzle absolument presque machiavélique. Mais chez lui, il est arrivé dans sa littérature à passer du polar à une écriture où il a bien appris de ça, mais où il développe quelque chose de cette curiosité hallucinante qu'il semble avoir quand il regarde les hommes. Quand l'ayant peu rencontré, à chaque fois qu'on s'est rencontrés, j'ai bien vu à quel point cet homme aimait regarder, observer, et dans son écriture, il y a une acuité comme ça sur la tragédie humaine, au fond, ce que moi j'appelle un peu, parce que ce qu'on pourrait définir comme la situation terrible, tragique de l'homme sur Terre, de nos vies, et de nos vies précisément. Et ça, il arrive à marier cette écriture horlogère, je dirais, avec quelque chose qui vous transporte quand vous lisez, et je pense lui qui le transporte quand il écrit. Donc dans 3 jours et une vie, on a une puissance dramatique avec ces personnages qui fait évidemment qui fait envie, qui donne envie de s'inscrire dans ces fictions-là. J'étais très très heureux, surpris et heureux qu'ils aient pensé à moi pour ce rôle, parce que c'est le rôle du père du fils disparu, donc c'est le rôle d'un homme qui est assez modeste, qui a un rapport à la vie, je dirais, assez dur. Je suis donc content qu'on me propose un contre-emploi parce que je sais que c'est à l'intérieur de moi, parce que je sais que j'ai, de par mon père, des origines bourgeoises, et de par ma mère, des origines très prolétariennes. Donc j'ai ça en moi, cette dualité. Charles Berling, précision, art du détail, puzzle machiavélique, horlogerie, dit-il. Charles Berling qui loue votre acuité. Est-ce que vous pensez que ces qualités que l'on retrouve dans vos livres facilitent l'adaptation de vos textes et de vos personnages? Est-ce que c'est ça qui donne aux cinéastes si envie de vous adapter? Alors peut-être aussi je bénéficie d'un malentendu. Ouais. Il faut le dire. Hein. C'est qu'en fait, quand on lit mes livres, on les voit. Et donc du coup, on se dit, ça ferait un bon film. Alors quand on se met au travail, on se dit, il y a plein de trucs qui tiennent pas. Je sais pas si vous avez... vous n'avez pas amené les bons livres ici. Vous êtes venus les poches vides. Ouais. Non, vous cherchez lequel? Je cherchais Robe de mariée. C'est un bouquin, c'est un roman très Hitchcockien, dans lequel il y a une somme d'invraisemblance absolument phénoménale. Rien ne tient dans ce bouquin. Mais le bouquin est franchement pas mal.
franchement pas mal. Vous savez, c'était Hitchcock qui disait « Dépliez n'importe quelle intrigue, vous allez voir le nombre de choses qui fonctionnent pas, qui marchent pas. Dépliez n'importe quelle intrigue, ça fonctionne pas. » Je suis en train de relire Balzac en ce moment. Il y a plein de trucs, ça tient pas, quoi. N'empêche qu'il y a des romans formidables. Et peut-être qu'il y a un faux ami, c'est que quand on lit mes livres, on a l'impression de les voir. Donc du coup, on se dit, je vais prendre les droits. Alors bon, une fois qu'ils ont pris les droits, ils essaient de faire des films. Bon. Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent pas, mais qui tiennent qui tiennent dans le livre et qui ne tiennent pas au cinéma parce que, je crois, il y a une sorte de contrat dans lequel la littérature s'inscrit, qui n'est pas un contrat cinématographique. C'est ce que je sais plus comment c'était un anglais, je sais plus comment ça s'appelle, peu importe, un poète anglais, Coleridge, voilà, son nom me revient, appelait la suspension d'incrédulité. Hein. C'est-à-dire, la suspension d'incrédulité, ça fait un peu France Culture, ça. Hein, moi, j'adore. C'était pour vous. Bah oui, je savais que ça vous flatterait. Mais à France Culture, on n'hésite pas avant de donner le nom du poète. Oui, c'est vrai, oui, on n'hésite pas. Mais oui. Ah non, je sais que je ne suis pas qualifié. C'est comme pour le Goncourt, j'ai pas la carte. Voilà. Mais vous voyez, j'y suis quand même. Oui. Coleridge dit, au fond, quand on commence une histoire et qu'on est bien dedans, on est prêt à pardonner beaucoup de choses. On va suspendre son esprit critique le temps de la lecture, parce qu'on est tellement intéressé que on est prêt à passer sur des défaillances, des invraisemblances, des choses. Et en fait, dans les thrillers dans lesquels vous jouez beaucoup sur l'identification du lecteur au personnage, vous avez davantage de chances de faire passer des choses qui seraient peu vraisemblables. Dans Robe de mariée, et des trucs absolument invraisemblables, mais ça passe relativement bien parce que l'histoire est assez forte, je crois, le personnage est assez emballant. Mais ça tient pas toujours au cinéma, ce qui rend les adaptations un peu plus compliquées et plus sportives qu'on ne le pense a priori. Et alors vous avez votre mot à dire sur les acteurs, par exemple, qui seront choisis. Alors, ça a été le cas pour Au revoir là-haut, pour les prochains. Écoutez, oui, parce que maintenant, vous faites des petites clauses. Non, mais oui, je mets des clauses. Mais alors, quelles sont vos conditions? C'est une question. Je veux décider. Non, pas du tout. Non, mais c'est une question de rapport de force. Quand je vendais mes droits au cinéma au début de ma carrière, je signais bien heureux qu'on me promette un film et qu'on s'intéresse à mon œuvre. Aujourd'hui, j'ai davantage de choix, donc du coup, j'ai davantage de poids. Là, Arte m'a commandé une série à partir d'un de mes livres. Ils m'ont dit, on veut une série signée Pierre Lemaitre. Alors j'ai dit, si vous voulez une série signée, il va falloir que je puisse intervenir à différents compartiments. Non pas tout décider, j'ai pas la compétence pour décider d'un certain nombre de choses, mais le choix des réalisateurs, le casting principal, la tonalité du film, si ça porte ma signature, il faut que j'ai mon mot à dire. Donc ça, ce sera Cadre Noir, thriller social dont vous venez de terminer le scénario pour la saison 1, une série en 6 épisodes qui aura peut-être d'autres saisons. Vous avez d'ores et déjà dit que vous occuperiez pas forcément des prochaines. Vous avez tout lu. J'ai tout lu, mais j'ai tellement de plaisir à vous entendre le redire encore une fois pour nous tous, mais je me permets parfois de vous paraphraser, c'est un peu mon boulot. Pierre Lemaitre, justement, alors vous êtes quand même à demi-mot en train de nous dire que sur cette adaptation d'Au revoir là-haut par Albert Dupontel, vous étiez un tout petit peu moins costaud dans le bras de fer qui a pu s'engager au départ. Vous aviez un tout petit peu moins de choix. Vous êtes quand même, au final, plutôt content de l'adaptation, sincèrement? Oui. Je suis très content de l'adaptation. Je pense que c'est une adaptation réussie parce que elle raconte la même histoire sous un point de vue différent. Au fond, le livre était plutôt vu du côté d'Albert Maillard et le film est davantage vu du côté de Édouard Péricourt. Et je pense que ce changement de prisme-là apporte une plus-value, et une adaptation réussie, c'est celle qui apporte effectivement une plus-value. C'est le cas de celle d'Albert. Alors, on sait tous que le premier accouchement, c'est le plus compliqué. Les prochains seront ensuite beaucoup plus faciles. Là, du coup, la dépossession fut aisée ou pas? Écoutez, ça n'était pas une question de rapport de force. On a posé le début du film, mais Albert Dupontel est un grand artiste. C'est pas quelqu'un à qui on va apprendre à écrire un scénario. Donc moi, j'ai voulu passer du temps avec lui pour poser les bases du film. Je répondais à ses questions sur les personnages. On se posait un certain nombre de questions qui sont d'économie narrative. Et je pense que là, j'avais mon rôle à jouer auprès de lui. Et puis après, il fallait qu'il fasse son film. Donc il s'agissait de lâcher. C'était une question de rapport de force, et qu'à un moment, il faut que le metteur en scène soit aux commandes de son film. Il faut qu'il puisse le revendiquer comme étant le sien. Je travaille actuellement avec Nicolas Boucret
Nukriev sur 3 jours et une vie, je l'accompagne et puis à un moment je vais lâcher. Parce que pour que ça soit son film, il faut qu'il soit seul à conduire le camion. Mais il faut savoir lâcher, oui, Absolument. C'est ça aussi un moment. Oui, pour tenir, et donc faut être lâcher. en confiance. Oui. Vous avez été là au premier festival, mais dernièrement Sérimania à Lille, membre du jury, d'un jury présidé par le showrunner Brice Brancato. La série donc, vous venez de nous dire, vous commencez à vous y mettre pour Arte. C'est un genre qui vous convient a priori assez bien. On s'y est tous mis un peu sur le tard. Avant, il y avait les feuilletons à la télé. Maintenant, il y a la série, des grandes séries, des très belles séries. C'est un exercice qui vous plaît, qui vous convient bien? Je suis content d'avoir eu l'occasion de le faire, mais avant tout, je suis un romancier. Ça n'offre pas plus de possibilités que le roman. Si, ça ouvre plus de possibilités que le roman, mais c'est une grammaire, c'est un langage, et c'est un autre travail, et notamment c'est un travail collectif. Romancier, c'est un travail solitaire. Le scénario est une œuvre plus collective, dans laquelle je ne suis pas toujours sûr de trouver ma place. La série télé, elle me paraît intéressante parce que c'est ce que j'expliquais à Sérimania dans une interview, c'est, je crois, le chaînon manquant entre le roman et le cinéma. Le cinéma est contraint par son format. Dans une salle, c'est 2 heures, et un film, on sait bien que au bout de 2h30 ou 3 heures, un film même passionnant devient un petit peu difficile, et sur le plan commercial, c'est même très très compliqué sur le plan de la production. À l'inverse, le roman, lui, peut tout se permettre. Tout à l'heure, je rigolais en disant une escadre d'hélicoptères, mais c'est vrai que rien ne nous coûte que la goutte d'encre nécessaire pour écrire une phrase qui, dans la pratique, coûterait des millions d'euros. Et la série télévisée, elle est arrivée exactement comme un chaînon manquant, c'est-à-dire il y a l'avantage de l'image, l'impact de l'image, la force de l'image et de la grammaire du cinéma, avec l'ampleur romanesque, puisque font une série télévisée, c'est un film de 6 heures, de 7 heures. Là, j'ai écrit 6 heures de film. C'est comme si on m'avait dit, voilà, vous pouvez faire un film, il fait 6 heures. La seule contrainte que vous avez, c'est de les couper en 6 tranches avec un petit peu d'astuce. Mais c'est pas si simple, justement, d'après ce que disent pas mal de scénaristes de séries. C'est ça, c'est pas simplement un découpage en 6, c'est qu'il faut quand même penser à comment c'est un personnage ou les personnages vont grandir d'un épisode à l'autre. Comment terminer, comment recommencer après. Tout à fait. Et ça, c'est ce que j'appelais la grammaire de l'image. C'est que non seulement vous devez découper en tranches votre histoire, vous devez faire à l'intérieur même de chaque histoire des relances, puisque c'est un petit peu le jeu de la série télé, c'est-à-dire de garder le spectateur derrière l'écran jusqu'à ce qu'il soit suffisamment accro pour qu'on soit sûr de l'avoir gagné jusqu'à la fin de la saison. Et donc, ça suppose une grammaire un petit peu compliquée, une syntaxe assez précise sur l'évolution des personnages, ce qu'on appelle les arches également, c'est-à-dire la manière dont l'histoire va rebondir entre les épisodes, et à l'intérieur des épisodes, de quelle manière vous dessinez vos spirales narratives. Donc tout ça est une géométrie narrative assez compliquée, très passionnante, mais c'est passionnant pour moi par emprunt. Avant tout, je suis un romancier qui va vers le cinéma. Et de laisser traîner quelques indices et des ouvertures à la fin de chaque livre, c'est déjà ce que vous vous étiez appliqué à faire tout pour à fait. Au revoir là-haut, pour Couleur de l'incendie, où on doit pouvoir trouver des indices de ce que sera ou de ce que nous racontera le 3e tome. Voilà, c'est ce que j'espère, c'est que je convie le lecteur à suivre un espèce de jeu de piste. J'aime bien prendre pour un roman comme personnage principal un personnage secondaire d'un roman antérieur. Là, je vais faire un bond, puisque dans le 3e roman, je vais faire un bond avec la petite Louise qui a 10 ans dans Au revoir là-haut et qu'on va trouver en 1940, âgée de 30 ans. Donc ce sont aussi ces clins d'œil, moi, que j'aimais dans la littérature, quand chez Balzac je retrouve Vautrin d'un livre à un autre. Ça me plaît beaucoup de retrouver un Rastignac, je sais pas, 3 ou 4 livres après, et il me semble que retrouver Joseph Merlin ou retrouver la petite Louise Belmont, ça peut être pour les lecteurs qui ont aimé un livre ancien, une manière de recoller au wagon et de se retrouver dans un univers qui leur a plu. On va terminer, Pierre Lemaitre, si vous le voulez bien, avec quelques images d'un documentaire, un court documentaire que vous avez réalisé déjà pour Arte dans le cadre de l'émission Square Artiste, qui a été tourné à Reims et qui s'appelle Au secours. Au cours de votre journée, par exemple le midi, un repas ici, chez Assor. L'après-midi, l'accueil Saint-Vincent-de-Paul. L'après-midi, tous les jours, vous avez les horaires et vous avez à chaque fois ce qu'il est possible d'avoir. De l'écoute, mais également un petit café, des gourmandises. Alors, avec ça, normalement, vous allez pouvoir passer une journée au moins sans avoir faim et au moins être accueilli, parce que c'est pas que la faim qui nous manque quand on est dans votre situation. C'est de l'échange, c'est discuter avec d'autres personnes, etc.
Et depuis que j'ai mon vélo, je bouge partout. Ouais, ça donne un sentiment de liberté, et c'est de la liberté. Je revois un peu des copains. Surtout que vous avez l'air en forme en plus, physiquement. Ça va, hein? Bien. Vous vous respectez là, je vois, vous êtes rasé, tout ça. Bon, c'est un bel homme que j'ai devant moi. Hein? Quand j'étais dans la mer, j'ai toujours. Bon, c'est bien, c'est important. J'ai des tuyaux de chaud. Oui. Je mets des bouteilles. Matin, je mets Oui, oui. Et donc au niveau revenu, en ce moment, vous avez... Les personnes de la rue, on va dire SDF, mais c'est un mot un petit peu fourre-tout. Nous avons des gens qui squattent des halls, des bâtiments abandonnés, des voitures, quelquefois, des parkings, des halls d'immeubles, des halls de banque, voilà. Des toiles de tente également. Ce sont des jeunes en rupture familiale. Pour une part, suivis par des travailleurs sociaux, des adultes également, qui vivent du RSA, qui font la manche bien sûr pour compléter ça. Ce sont des étudiants et ça c'est assez nouveau. Et par ailleurs donc des anciens. Et les anciens, ceux-là font un petit peu plus mal. Ce sont des petites retraites, des gens qui vivent quelquefois de l'allocation spéciale personnes âgées. Pierre Lemaitre, vous êtes aujourd'hui ambassadeur du Secours populaire. Ces équipes que vous avez suivies aussi dans le cadre de ce documentaire qui a été tourné à Reims, donc vous déjà derrière la caméra, pour montrer ou donner la voix aux sans-voix, ce que vous faites à travers vos romans, ce que vous faites aussi du coup avec ce mini-documentaire. Quelles sont les racines de cet engagement ? Je pense que ce sont des racines familiales. Je suis comme Charles Berling, il en parlait tout à l'heure, d'une famille de la banlieue parisienne, famille à niveau très modeste. On était très dépendant des allocations familiales économiquement. Mon père travaillait, ma mère travaillait aussi, mais c'était des petits salaires. Je pense que la vision que j'ai de l'existence est entièrement fabriquée par ce creuset. C'est une sensibilité à ce qu'est, pour moi, l'un des grands drames du monde moderne et du capitalisme, comme le disait tout à l'heure Philippe Courcuff, c'est l'extraordinaire ravin qui sépare les plus privilégiés des plus démunis. Nous sommes dans un pays dans lequel il y a des gens extraordinairement riches et 5 millions de pauvres. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays relativement riche qui a beaucoup de pauvres. Et ce gap entre les riches et les pauvres, cette mauvaise répartition des richesses, est une des choses qui est pour moi la plus scandaleuse, et j'en parle en tant que riche moi-même. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'être ambassadeur du Secours populaire, c'est-à-dire de profiter simplement des moments comme ceux que vous m'accordez là pour dire aux gens, voilà, il y a toute l'année des bénévoles qui se creusent la tête et qui se crèvent la paillasse, là, comme Jacques Bresson le fait dans ce film. Lui, c'est un prof de fac. C'est un prof d'économie, c'est un intellectuel, et il passe 3 fois par semaine du matinée à aller donner des sandwichs aux SDF et à leur servir une soupe et à essayer de les conseiller sur leur stratégie de réinsertion. Donc voilà, pour moi, ça c'est un héros moderne. Vous voyez, c'est un homme qui fait une tâche minuscule, souvent déprimante, mais qu'il a fait avec foi, qu'il a fait avec authenticité. Et pour moi, ces gens-là sont des héros. Et quand ils m'ont demandé d'être leur ambassadeur, je me suis senti bien modeste à côté d'eux. Et je trouve que c'est une belle lutte que celle d'essayer de faire remonter la pauvreté de l'indigence dans laquelle elle est à un niveau qui soit simplement digne et acceptable. Donc on en revient aussi quelque part à la dette, cette fois pas littéraire mais plutôt sociale, avec pour vous et ce rôle aussi, j'imagine, l'envie de rendre ce que qui d'ailleurs dans cette société vous a donné, parce qu'il y a quand même eu des mains tendues à un moment, des personnes, peut-être des profs, peut-être des bibliothécaires, peut-être je ne sais pas, vous nous direz, qui vous ont aussi permis d'avancer et de passer au-delà de ces craintes. Vous êtes autodidacte, vous avez arrêté vos études avant le bac, vous avez décidé quand même d'avancer. Il y a eu des rencontres qui ont été importantes. Oui. Donc la solidarité doit rester aussi. C'est-à-dire, je crois que si on regarde bien nos vies, il me semble que tous les grands carrefours de nos vies sont des rencontres, me semble-t-il. Il peut y avoir des faits, mais la plupart du temps, ce sont des gens.
qui vont modifier notre trajectoire. Alors c'est vrai, moi, un prof de français en 3e, qui était le seul à penser que je pouvais faire du théâtre, par exemple, c'était ma grande passion initiale. Mon épouse, Pascaline, des gens que j'ai rencontrés. On parlait tout à l'heure avec Pierre Assouline. La rencontre avec Pierre a été un moment important dans ma vie d'écrivain, de romancier. Donc, en fait, je dois beaucoup aux gens. Et comme je suis un privilégié, comme je suis quelqu'un qui a bénéficié aussi de beaucoup de chance, c'est aussi une affaire de chance. La littérature n'est qu'une affaire de chance. Pierre, vous avez commencé sur un héros et vous allez nous lire, si vous voulez bien vous rendre vers votre pupitre, la fin, ou disons la deuxième partie de cette nouvelle que vous avez un peu adaptée pour l'occasion. On rappelle que Joseph Merlin est allé en Hongrie chercher le corps de Delprat, mais qu'à la place du corps, il ne rapporte que quelques os, dont le nombre va s'amenuiser au fur et à mesure de son voyage. Pierre Lemaitre. Peu avant 15 heures, le catafalque fut délesté de ses bâches de protection. Le gigantesque corbillard fut acheminé devant la gare, tiré par ses 2 chevaux décrépits mais caparaçonnés. On découvrit le podium pour les discours. 2 instituteurs en grand dimanche amenèrent une quarantaine d'adolescents en aube immaculée et les disposèrent en demi-cercle. Le drapeau français savamment replié, destiné à recevoir le cercueil du héros, fut apporté dans la salle d'attente. Le préfet arriva. Puis 3 reporters avec les photographes et Isidore Chartier apparut alors à son tour, ceint de tricolore, boitant bas. La fatigue, messieurs, la fatigue, mais quel événement! Les écoliers répétèrent le premier chant, le poète se planta en bas de l'estrade face au public qui convergeait en masse de tous les villages alentours. On envoya sur le quai, à l'accueil du train, 6 ouvriers de la ville, en costume régional, qui porteraient le cercueil à travers la gare, puis jusque sur la place et le déposeraient sur le catafalque où 2 employés municipaux attendraient, chargés bras tendus du drapeau français. On aperçut de loin la fumée de la locomotive, l'émotion était à son comble. Un cercueil, pensa-t-on, on aperçut de loin la fumée de la locomotive, l'émotion était à son comble. Le maire, impatient, donna l'ordre de lancer la musique. Sur le quai, les ouvriers réalisèrent qu'ils ne savaient pas à quelle hauteur ils devaient se tenir. On ne leur avait pas précisé. Un cercueil, pensa-t-on, ça doit être dans les wagons de queue, mais avant qu'ils se mettent en chemin, ils virent surgir de son compartiment un Joseph Merlin hâve, la mine renfrognée, les poings serrés dans les poches de son pardessus informe, qui les dépassa sans un mot et traversa le hall à grands pas lourds. Tout le monde fut saisi lorsqu'à la place des ouvriers portant le cercueil, on vit s'encadrer à la sortie de la gare la large silhouette de Joseph Merlin, planté, les jambes écartées, regardant toute cette foule avec un air de rancune. Quelque chose n'allait pas. Intrigués, les reporters s'approchèrent, les spectateurs échangeaient des regards incertains, le préfet fixait l'entrée de la gare avec stupeur, enfin le maire se décida, il s'élança en même temps que Merlin, les 2 hommes se retrouvèrent au milieu de la place, devant le catafalque. « Où est-il » ? « Le voilà, dit sobrement Merlin, et il sortit de sa poche un vieil exemplaire froissé du Gaulois qu'il déroula sur le catafalque. 4 os apparurent. Les photographes se précipitèrent, on peut encore voir le cliché. Le maire se tint la poitrine à 2 mains, puis s'écroula lourdement, sa jambe de bois percuta le tréteau qui soutenait le catafalque, qui à son tour s'affaissa. Les 4 os tombèrent sur le sol. Toute la ville, le préfet, le poète, les écoliers, les spectateurs les virent rouler sur le pavé et disparaître dans la bouche d'égout. Un grand merci à Pierre Lemaitre et un grand merci à vous d'avoir assisté merci beaucoup, à cette masterclass. Merci au Festival Aux les Beaux Jours pour leur accueil. On avait 1h30 ensemble. Je crois qu'il y a des comédiens, des musiciens, surtout, qui vont devoir préparer la soirée, la suite de la soirée. Suivez le programme, il se passe encore plein de choses ici jusqu'à demain. Un grand merci, Pierre. Merci beaucoup à vous, Olivia. Merci infiniment.